Bienvenue à tous. Welcome to the second of our series of free Zoom lectures about Notre-Dame de Paris before and after the fire. Last week, Russell Kelly told us about the construction of Notre-Dame and its history up to the tragic fire on April 15, 2019. This week, Philippe Villeneuve will tell us about the rebuilding and restoration of Notre-Dame in only 5 years after the fire. And everything about the ongoing restoration works unrelated to the fire. His lecture, for your information, will be in French. My name is Isabelle Leroux, and I'm the president of the Alliance Française Miami Metro and the former president of the Federation of the Alliance Française USA. Today's event is being hosted by the Federation of Alliance Française USA in partnership with the Alliance Française Miami Metro, the Alliance Française de Chicago, and the Friends of Notre-Dame de Paris, a 501c3 non-profit organization spearheading international fundraising effort to restore and rebuild Notre-Dame Cathedral. The Federation of Alliance Française USA is the largest network of Alliance Française chapter in the world, helping 26,000 students each year learn French, live French, and love French. Please take a look at this short video. Thank you. The Federation has 2 more national events coming up this month. First, on December 15 at 7 p.m. Eastern Time, there will be a discussion about Richard Linklater's his new film Nouvelle Vague, moderated by Peter de Bruges, chief film critic of Variety. And on December 18, we have the final lecture of Notre Dame series about the ambitious plans to redesign the area surrounding the cathedral with the landscape architect Bas Smets. I invite you to visit your local Alliance Française chapter website, and you can check all the different websites of your Alliance on our website, national website, fausa.org, and you will get all the detail that you need. Regarding the logistic, a few more information. Please stay on mute during the presentation, and we recommend to stay on speaker view. You can put your question in the chat, and if we have time at the end of the presentation, we will take 1 or 2 more questions. You can ask your question either in French or in English. If you have technical issues or if you log out, no worries, you can log in again, and please use exactly the same link. The event, for your information, is being recorded for the Federation AF USA YouTube channel, and the total time of this program today is 1 hour. So, as the lecture is in French, you can select translated caption on your Zoom. So it's a lot of information, but Melissa put all the information in the chat. So maybe it's easier if you check your chat and if you follow exactly what is written, like show caption. You click on show caption icon. After you can manage with the arrow icon, and you can select caption and translation, enable translation, and select the language. You can select French or English in either way that you want. Now, it's my honor to introduce Michel Picot, fondateur et président de Friends of Notre-Dame de Paris. Nous allons passer en français. Michel Picot, vous êtes le fondateur et président des Amis de Notre-Dame de Paris, une société à but non lucratif qui a levé 65 millions de dollars venant de 60 000 différents donateurs, la plupart étant présents aux États-Unis. Vous avez aidé à la restauration de Notre-Dame avant sa réouverture il y a tout juste 1 an, et vous continuez votre mission pour aider la restauration qui continuera au moins jusqu'en 2030. En reconnaissance avec tout ce que vous avez fait pour ce projet
d'une nature tout à fait exceptionnelle. Vous avez été fait très récemment officier de l'Ordre des Arts et des Lettres et vous avez reçu la médaille Lafayette-Washington de la diplomatie culturelle. Et nous vous en félicitons. Je vous donne la parole. Merci beaucoup Isabelle. Et ce qui me permet, si on passe à la diapo suivante, de présenter notre speaker, Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques. Philippe est un ami des Friends of Notre-Dame de Paris depuis bien longtemps, depuis la fondation en fait de la fondation en 2017. Et cette fondation qui, vous le savez, est destinée à soutenir en fait le financement de la restauration de la cathédrale et qui avait été créée 2 ans avant l'incendie, le 15 avril 2019. Philippe Villeneuve est architecte en chef des monuments historiques en France depuis 1997. Il a été responsable pour la restauration des monuments historiques, dont plusieurs cathédrales dans 5 départements en France, avant d'être nommé architecte en chef de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2013. Cette même année, il a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en reconnaissance de cette dedication à l'art et à la culture française. En 2025, après la réouverture de la cathédrale, il a été fait chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur et il a reçu cette distinction des mains du président de la République, Emmanuel Macron, le 15 avril 2025. Philippe est le principal architecte responsable et le chef des architectes responsable de la restauration de Notre-Dame de Paris. Il l'a été pendant les 5 années de reconstruction depuis l'incendie et il continue dans ce même rôle aujourd'hui pour assurer la suite de la restauration de l'extérieur de la cathédrale, qui n'a pas été endommagée par l'incendie à proprement parler, mais qui est très endommagée par l'usure du temps. Philippe est donc particulièrement bien placé pour décrire ce qui est assurément le projet de restauration le plus important de notre époque. Philippe, je te passe la parole. Merci Michel et merci à tous. Je vais, sans plus attendre, voilà, partager l'écran pour que vous puissiez voir ce sur quoi je vais vous entretenir ce soir. Donc c'est sur le déroulement du chantier depuis l'incendie jusqu'à la réouverture et un petit peu après. Et je vais essayer donc de vous faire défiler ces 5 ans et quelques de travaux. Comme vous l'a dit Michel, j'étais à la tête en fait d'une grande équipe de maîtrise d'œuvre constituée de d'architectes et vous avez sur cette diapositive, je ne sais pas si vous voyez ma flèche de mon écran, mais vous avez bon moi-même, mais vous avez ici Pascal Prunet et Rémi Fromont qui sont tous deux également architectes en chef des monuments historiques, responsables par ailleurs d'autres monuments et d'autres départements et que j'ai appelé à mes côtés pour pouvoir faire ce projet d'architecture de restauration très important euh, parce que en réalité on parle toujours du chantier de Notre-Dame mais en réalité il fallait gérer, j'ai pas compté exactement, mais une bonne trentaine de chantiers en même temps. Notre-Dame de Paris, c'est la restauration de chapelles, de décors peints, de vitraux, de menuiseries, de stalles, de grandes orgues, de maçonnerie, de voûtes, de sculptures, de charpentes, de plomberies, de cloches, vous voyez, tous ces éléments-là ont été des chantiers qu'il fallait gérer et organiser concomitamment pour tenir le délai infernal imposé par Monsieur Macron, c'est-à-dire 5 ans. Pas jour pour jour, mais 5 ans et demi en réalité. Donc voilà l'état de la cathédrale juste après l'incendie. Vous avez l'énorme échafaudage qui enserrait la flèche peu de jours avant, qui a résisté au feu, et parce que la conception a été faite de telle sorte que les tubes d'échafaudage ne reposaient pas du tout sur la charpente et pas du tout sur la flèche, ce qui fait que lorsque ceux-ci ont été détruits, l'échafaudage, lui, est resté en place. Il n'a pas été entraîné dans la chute et la destruction de la charpente. Donc vous avez sur ces différentes photos des vues, des voûtes et des différentes vestiges qu'on pouvait voir sur l'extrados de ces voûtes et une photo de l'intérieur avec la lumière blafarde. Et voici ici 3 vues de la cathédrale avec les voûtes éventrées, de la croisée, de la nef et du transept.
Puis la photo centrale, vous pouvez voir la statue de la Vierge, la fameuse Vierge de Notre-Dame de Paris, la Vierge du Pilier, qui est absolument intacte au lendemain de l'incendie, avec malgré tout, à ses pieds, vous voyez, l'amoncellement de bois calciné, de métal, évidemment de pierre, de la voûte qui était en dessous. Il faut imaginer que le feu a continué de brûler pendant un bon moment avant que les pompiers arrivent à éteindre le feu au pied de cette statue. Et vous avez sur la photo de droite les bois calcinés de la flèche qui, elle, est tombée sur la voûte de la nef, qui, elle, l'a crevée, et les bois se sont consumés au pied des piliers, et c'est pour ça que vous pouvez voir que deux piliers sont altérés par le feu. Et heureusement que le feu s'est arrêté, parce que si le feu avait continué de brûler, au pied des piliers, ces piliers se seraient probablement affaissés et tout le reste de la cathédrale, au moins de cette travée, se serait effondré tel un château de cartes. Ensuite, il a fallu prendre des mesures donc immédiates et notamment la consolidation des pignons. Les pignons, ce sont les structures, les murs qui sont triangulaires, qui ferment chaque face du toit. Et vous en avez deux du côté nord et du côté sud de la cathédrale, donc au-dessus des grandes roses des transepts, et puis vous en avez une autre, vous avez un autre pignon qui est cette fois situé entre les deux tours. Et ces pignons risquaient de basculer, de tomber, vu qu'il n'y avait plus l'appui de la charpente. Donc on a immédiatement mis en place des charpentes pour tenir ces pignons, et vous voyez, les pièces de charpente sont énormes. Alors ça, les travaux que vous voyez ici avec les planchers, qu'on voit dans la photo de gauche et puis qu'on le voit sur la photo centrale, sont des structures qu'on a mis en place pratiquement dès le lendemain de l'incendie. Alors évidemment, ça n'a pas été fait en une journée, ça a été fait en plusieurs semaines, mais dès le lendemain de l'incendie, on a eu les plus gros poids lourds qui ont traversé la France, qui ont apporté ces pièces de bois, et on avait les grues pour pouvoir monter ces éléments-là sur les murs. Donc on a eu une logistique qui s'est mise en place très rapidement. Et on avait des entreprises qui étaient sur place, qui nous ont aidés immédiatement à travailler, des échafaudeurs, des charpentiers, des maçons, et il y avait ensuite des cordistes. Et c'est grâce aux cordistes qu'on a pu faire, sur la photo du bas, vous voyez, la protection des voûtes avec une structure légère métallique. On a tendu des bâches, et le soir même, ça c'était le vendredi qui a suivi l'incendie qui avait eu lieu le lundi, et le vendredi soir, il a plu. Mais on a eu le temps de finir cette couverture. Donc vous voyez, on était quand même aidés. Par la suite, on a déposé tous les vitraux des parties supérieures de la cathédrale, pardon, mais aucun vitrail de la cathédrale n'a été détruit pendant l'incendie. Parce que le bilan de l'incendie, il était relativement réduit. C'est un peu affreux de dire ça, mais on a perdu une charpente, une flèche, une couverture en plomb et trois portions de voûte. C'est tout. Autrement, tout le reste, c'est de la pollution avec le plomb. Tous les trésors de la cathédrale ont été épargnés par l'incendie. On a eu des grandes toiles, les grands mets, comme on appelle, qui sont des toiles exécutées au XVIIe siècle et qui étaient offerts rituellement tous les 1er mai à la cathédrale pour la fête de la Vierge. Ils ont été protégés. Malheureusement, ils ont été aussi pollués par les poussières de plomb. Les grandes orgues sont intactes. Les grandes orgues de Notre-Dame de Paris n'ont pas souffert de l'incendie, pas plus du feu que de l'eau, mais par contre de la poussière de plomb. Et c'est ainsi, comme ça, sur tout l'ensemble de la cathédrale. On a perdu finalement une charpente du XIIe siècle. C'est gravissime d'un point de vue patrimonial, mais d'un point de vue occidental. Les Asiatiques vous diraient pas ça. Et ensuite, on a perdu la flèche, chef-d'œuvre de Viollet-le-Duc également. Donc, voilà la manière ensuite dont on a, je poursuis là sur les photos de droite, vous avez l'amoncellement des vestiges qui sont là au centre de la croisée, et vous avez dû voir tout à l'heure l'état des voûtes après l'incendie, qui sont recouverts de charbon de bois. Il était impossible de marcher sur ces voûtes, d'abord parce que c'était encombré de débris de charpente, de métal, mais en même temps parce qu'on savait pas si les voûtes allaient tenir et ne risquaient pas de tomber du jour au lendemain sans prévenir. Donc j'avais interdit par sécurité à toute personne d'aller sous les voûtes, et c'est la raison pour laquelle on s'est servi des planchers que vous avez vus sur la photo précédente pour se suspendre et pouvoir enlever les gravats qu'il y avait au-dessus des voûtes, et on a fait venir des robots pour évacuer et trier ensuite tous les vestiges, donc des pierres, des voûtes, des bois, des métaux, et qu'on a évacué, comme vous le voyez là, dans les bas-côtés, sur des palettes, avec les éléments numérotés. Donc déjà, vous voyez, c'est pas du déblaiement, c'est déjà presque un chantier scientifique à plusieurs titres. C'est un chantier scientifique parce que pour les chercheurs, les archéologues, ces débris
sont considérés comme des vestiges et donc des éléments d'étude. Et puis pour la police scientifique aussi d'essayer de trouver là-dedans des éléments permettant de trouver l'origine de l'incendie, qui d'ailleurs à ce jour n'est toujours pas connu a priori. Ensuite, il a fallu s'attarder justement sur la structure de la cathédrale. Je viens de vous dire qu'on ne savait pas dans quel état étaient les voûtes. Elles pouvaient tout aussi bien tomber que rester comme il faut. Et à cet égard, il est important de... Vous avez pu voir qu'il y a eu 3 trous dans les voûtes. Tous ont été occasionnés par les charpentes qui ont été mises en œuvre par Viollet-le-Duc. Les charpentes de Viollet-le-Duc, elles ont été faites selon la technique du 19e siècle, c'est-à-dire des bois sciés, mécaniquement, pas des bois taillés à la hache, et avec une disposition de ferme et de panne. Autrement dit, on va dire des structures traditionnelles de charpente, on va dire de pavillon. Et à la différence des charpentes médiévales qui, elles, sont faites de petits éléments. Eh bien, les bois des charpentes médiévales ont brûlé, mais comme ils étaient de petites sections, ils se sont couchés gentiment sur les voûtes et les voûtes n'ont pas bougé. En revanche, toutes les pièces de bois de la charpente de Viollet-le-Duc ont occasionné un effondrement, tellement ils étaient de fortes sections et très lourds. Et donc, l'effondrement des voûtes, qui pouvait arriver à tout instant, risquait par, on va dire, enchaînement, d'entraîner l'effondrement des arcs-boutants. Et si la voûte tombe, l'arc-boutant, lui, il continue de pousser. Donc il aurait poussé le mur que vous avez là sur le côté vers l'intérieur. Et on aurait eu les murs de la cathédrale qui se seraient effondrés à l'intérieur. D'où la mise en place de ces charpentes, qu'on appelle des cintres, placées sous les arcs-boutants pour bloquer le mouvement, on va dire la poussée de l'arc-boutant, de sorte à annuler en fait la lutte qu'il y a entre la poussée de la voûte et la poussée de l'arc-boutant. Ensuite, on a évacué l'échafaudage. L'échafaudage était donc, comme je vous l'ai dit, une structure extrêmement complexe, mais extrêmement bien faite, puisqu'elle n'a pas entraîné d'autres catastrophes. On aurait pu avoir un échafaudage qui aurait pu exploser ou imploser à l'intérieur de la cathédrale, si c'était appuyé sur la charpente, ce qui n'était pas le cas. Et donc, on a eu cette charpente qu'il a fallu cette structure qu'il a fallu décortiquer tube par tube, élément par élément. Et vous voyez, on le faisait de nuit comme de jour, et il a fallu enlever ces 600 000 tubes pour pouvoir dégager enfin la croisée du transept. Ça, c'était l'élément le plus dangereux du chantier qu'on a gardé pendant plus d'un an et demi. On a été embêté, comme vous le savez, comme tout le monde, la terre entière, par le Covid. On a été embêté par le plomb qui polluait tout, donc ça intervenait sur la manière de travailler des compagnons sur le chantier. On avait des douches, on avait des contraintes de timing, on avait des harnachements particuliers, des masques à assistance respiratoire, des combinaisons en papier, vraiment des contraintes excessivement difficiles et qui s'appliquent d'ailleurs, je dois dire, toujours un peu aujourd'hui, de façon moins importante parce que la pollution a quand même réduit, mais c'est toujours devenu un chantier. Ce chantier a été un chantier très éprouvant du point de vue sécurité contre le plomb, comme vous le savez, qui est un produit qui peut avoir des conséquences dramatiques pour la santé des personnes. Et là, lorsqu'on a dégagé les extrados, donc l'extrados c'est le dessus de la voûte, eh bien on a nettoyé les gravats et puis on a enlevé les maçonneries qui risquaient de tomber, ce qu'on appelle le pied de gerbe. Sur la photo de gauche, vous voyez ce qu'on appelle le pied de gerbe, c'est-à-dire le départ de la voûte, un peu ce qui va être la naissance de la voûte qui va se lancer. Là, vous êtes à la croisée du transept et vous avez ici le vestige de la nervure qui venait faire en diagonale rejoindre l'oculus central. Et vous avez dessus une énorme couche noire, et que vous voyez mieux sur les 2 photos suivantes. Et cette espèce de couche noire, bah, c'est le plomb qui a coulé dans le rein de la voûte. Et c'est-à-dire, lorsqu'on vous dit que le plomb de la toiture s'est volatilisé dans l'atmosphère, c'est totalement faux. Le plomb, il est là, vous le voyez sur la photo. Mais quand on a enlevé tous ces éléments, ces gravats, vous voyez, on a mis au jour des structures, des piliers que Viollet-le-Duc a bâti, et c'est la raison pour laquelle il a démonté la voûte de la croisée pour bâtir ces piliers qui permettent ensuite à la flèche de s'appuyer directement depuis cette pierre-là jusqu'au sol, puisque ça suit directement le pilier de la croisée. Alors à la croisée, vous avez ici une vue sur les échafaudages qu'on a dû mettre partout dans la cathédrale. Ces échafaudages, ils ont servi à la fois
à mettre un plancher d'échafaudage que vous voyez sur la photo de droite, mais que vous avez également sur la photo de gauche, un plancher à 28 mètres de haut, sur lequel on a pu mettre des structures de cintres que vous voyez sur la photo de droite et qui ont permis de soutenir les voûtes pour éviter qu'elles ne s'effondrent. Et à partir de ce moment-là, seulement on a pu monter sur les voûtes et travailler pour reprendre. Donc, vous voyez, il a fallu dégager les débris au sol, monter ces formidables structures de tubes d'échafaudage, monter un plancher, concevoir et poser les cintres pour ensuite pouvoir passer à la phase restauration des voûtes. Vous voyez que le temps a été assez utile. Et voilà l'aspect des voûtes après l'incendie et le plancher dont je vous parlais avec ces structures dont vous avez deux exemples qui ont été numérisés en haut qui ont servi ensuite à la réalisation de ces charpentes. Et ce que vous avez sur la photo en bas à gauche, eh bien, c'est finalement la forme, le négatif de la voûte à l'endroit où il y a eu un effondrement. On avait un relevé fait par un historien et chercheur américain, Andrew Tallon, dont la veuve, puisque malheureusement il est décédé, nous a donné le résultat de son travail. C'était notamment un scanner 3 dimensions de la cathédrale avant l'incendie. Donc on avait exactement les codes précises et la forme exacte des voûtes avant l'incendie. Et c'est ainsi que tous les cintres que vous avez ici sont sur mesure, ont été faits en suivant scrupuleusement le profil dont on disposait. Donc vous voyez, les voûtes que vous avez en dessous, aujourd'hui, au-dessus de vous, sont exactement les mêmes que celles précédemment bâties au XIIIe siècle. Alors, pour bâtir la flèche, il a fallu qu'on fasse un échafaudage à la croisée. Et vous savez que Notre-Dame de Paris, comme beaucoup d'églises, servait de lieu de sépulture. On a recensé 400 à peu près tombes, sépultures dans la cathédrale, ça on le sait par les textes. Et donc fatalement, Notre-Dame de Paris, c'est un cimetière en réalité, et dès que vous creusez un trou, vous tombez fatalement sur des cavités, donc des sarcophages. Et l'ennui, c'est que si vous devez poser quelque chose de lourd sur quelque chose qui ressemble à une gaufrette, vous risquez d'avoir un affaissement de votre échafaudage. Et c'est la raison pour laquelle on a fait des fouilles. Et ces fouilles ont mis au jour quelque chose d'extraordinaire, la plus belle découverte de ce à cause de cet incendie, ben c'est les vestiges dont vous avez juste un petit exemple là. Ce sont les vestiges du jubé du XIIIe siècle qui fermait le sanctuaire. Les chanoines voulaient avoir la paix pour faire leur culte dans la cathédrale. Une cathédrale, c'est un truc gigantesque pour le Moyen Âge. Il faut pas imaginer qu'une cathédrale, c'était comme aujourd'hui, un lieu de calme où on vous demande de vous taire. Non, c'était un grand foutoir, c'était une halle. Et seules les chapelles servaient au culte pour des familles ou pour des confréries. Et puis, le clergé, il avait son lieu de culte qui était le sanctuaire. Et le sanctuaire, pour avoir la paix, il était fermé avec des murs. Et ce qui fermait la nef du chœur, eh bien, c'était une clôture sculptée où on représentait traditionnellement la crucifixion, Saint Jean, la Vierge et donc le Grand Christ en croix. Et là, on a retrouvé ces éléments de mur qui ont été détruits au XVIIIe siècle, à l'époque où on a abattu cette clôture, puisque c'était la contre-réforme, il fallait montrer ce qui se passait dans le culte, et c'est la raison pour laquelle on a abattu ça, et Robert de Cotte, je vous en parlerai tout à l'heure, a soigneusement déposé ces pierres, même si elles sont brisées, et on les a remis à l'intérieur du sol. Et c'est ainsi qu'on l'a retrouvé. Alors on passe maintenant à la phase restauration de la cathédrale. La restauration de la cathédrale, comme je vous l'ai dit, elle a concerné toute la cathédrale. Et donc 30 chantiers, si je puis dire. Autrement dit, vous avez la restauration des parements, la restauration des chapiteaux, des sculptures, des vitraux, comme je vous l'ai dit. Et tout était pollué avec la poussière de plomb. Alors, on va pas aspirer un vitrail comme on va aspirer des voûtes, donc on fait très attention, c'est pas tout à fait les mêmes méthodes, mais on doit dépoussiérer tout ce qui risque d'être volatile et de se retrouver dans l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle, à cette époque-là, tous les compagnons qui ont dépollué la cathédrale portaient des masques à assistance respiratoire et aspirait avec des aspirateurs dits en français THE, très haute efficacité, aspirait le plus possible la poussière qui pouvait être posée, mais aussi encastrée dans la pierre, mais ça ne suffisait pas. Donc ensuite, on a appliqué, comme vous le voyez sur les photos, du latex partout, sans aucun adjuvant, c'est du latex pur, qu'on a appliqué sur les parements et on a enlevé comme ça
les saletés qui étaient incrustées dedans. J'en profite pour tordre le cou à certains crétins qui parlent à tort et à travers et qui écrivent en croyant que la lumière actuelle, qui est un peu abusivement blanche et violente, montrerait des parements grattés, nettoyés, brossés, à tel point qu'on en aurait enlevé les traces d'outils ou des vestiges de décor peint. Tout ça est totalement faux parce que vous voyez, l'aspirateur et le latex ne veut pas altérer ni les marques d'ouvriers, ni les traces d'outils. Donc tout ça, c'est n'importe quoi. C'est simplement l'éclairage qui est trop violent et qui ne met pas en valeur le travail formidable qui a été fait, qui est un travail de patine. Et d'ailleurs, au centre de cette diapo, vous avez en bas le résultat de l'aspiration et du latex avec tous les joints absolument affreux qu'on voit là. Mais on n'allait pas laisser ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Exactement les mêmes pierres, avec simplement les joints qui ont été peints de la couleur approchant la pierre, et ensuite une petite patine pour lier l'ensemble entre les joints et les pierres. Mais vous arrivez toujours à distinguer la différence entre les joints et les pierres. Donc, vous voyez, la patine, elle est là, elle existe, et on n'a absolument pas gratté de manière outrageante les parements. Et à telle preuve que, vous voyez, à droite, vous avez des vestiges de décors qui ont été faits par Viollet-le-Duc au 19e, qui ont été sauvagement pioché, gratté, là pour le coup, on voit même encore les traces d'outils, par des pseudo-restaurateurs des années 1960 avec la bénédiction du ministère de la Culture pour effacer ces décors faits par Viollet-le-Duc. Parce que dans les années 60, Viollet-le-Duc, on lui vomissait dessus. On trouvait que c'était un très mauvais restaurateur, il en avait fait trop, il avait travesti les monuments. Et vous voyez la différence, c'est qu'aujourd'hui, Viollet-le-Duc, en France, en tout cas, il est, on va pas dire adulé, mais terriblement respecté. En tout cas, moi personnellement, je lui dois tout, donc voilà. Et donc, vous voyez, on a nettoyé les décors peints existants, on les a pas du tout grattés, ni rien du tout. Au contraire, on les a même nettoyés et on les a pas restitués, mais on les a un petit peu consolidés. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez les gens qui disent que la cathédrale a été grattée, etc. C'est insupportable. Donc je profite de cette large audience de ce soir pour établir la vérité. Voilà ce qu'on a fait réellement sur les parements des voûtes. Euh, les voûtes étaient, vous voyez sur la photo d'en bas, grises, bistres, avec le bois et le tanin qui avait traversé, migré dans la pierre, et la pierre était devenue brune, grise, les charbons, et puis vous aviez des sels, parce qu'il y a des mortiers qui ont été utilisés pour bâtir ces voûtes qui contenaient des sels, et notamment du gypse. Si bien que lorsque l'eau des pompiers a traversé les maçonneries et qu'ensuite elle s'est évaporée, elle a cristallisé avec elle les sels contenus dans les mortiers et du coup, on a eu le parement qui s'est, là pour le coup, vraiment transformé en poudre. Donc, on a consulté le laboratoire de recherche des monuments historiques français qui accompagne le ministère de la Culture et on a mis au point un cataplasme fait de kaolin, de sable fin et d'eau. C'est tout. Et on a mis ça sur les parements. On a attendu que ça sèche, on a brossé légèrement, et vous voyez que ces éléments-là portent une couleur un petit peu jaune parce qu'on attire la couleur. Et le résultat final, eh bien, c'est ce que vous voyez en bas à gauche ou à droite. À la photo d'en haut à droite, vous avez à gauche le before, c'est lorsqu'on a nettoyé, on a enlevé le cataplasme et on retrouve l'état des joints d'origine, enfin de l'époque de Viollet-le-Duc, ensuite de différentes restaurations avec des ciments, des différents mortiers, et puis vous avez encore visible les joints peint en gris par Viollet-le-Duc. Donc, c'est-à-dire que la cathédrale de Viollet-le-Duc, elle était avec des parements clairs, blonds, comme on peut le voir sur la photo de droite, mais avec des joints peints en gris. Ça n'a pas plu à mes différents prédécesseurs lorsqu'on a un petit peu nettoyé la nef, et à l'époque, ils avaient peint les joints de sorte à harmoniser la couleur de la pierre blonde avec les joints rendus, disons, invisibles. Et quand vous voyez à droite, eh bien, c'est exactement ce que l'on a fait, c'est-à-dire qu'on a nettoyé les pierres, on a rajouté une toute petite patine. Une patine, c'est vraiment un lait de chaux, c'est-à-dire vraiment beaucoup d'eau, à peine de chaux et quelques pigments. Et ensuite, et avant, nous avons pioché tous les joints, ce qu'on voit sur la photo en bas à gauche, on les a tous refaits sur la photo du centre, et ensuite on a patiné, ça donne la photo en haut à droite. Voilà. Et alors ensuite, tout ça, ben, on retrouve la polychromie et les décors peints des chapelles de Viollet-le-Duc. Alors, pour une petite anecdote,
Vous voyez, vous avez à gauche la cathédrale dans son état avant l'incendie et même après l'incendie. C'est pas l'incendie qui a rendu les pierres de cette couleur-là, c'était les années de rien faire sur cette cathédrale. Et là, vous avez des chapiteaux, on va dire, mi-12e, fin 12e siècle, début 13e, donc c'est encore un peu roman. Et vous avez toujours les joints gris de Viollet-le-Duc, et ça, c'est avant aspiration et avant application de latex. Vous avez sur la photo en bas à droite le résultat après nettoyage. Et la chose intéressante, c'est que la couleur de la pierre là, elle est normale, elle est naturelle, elle est blonde. Et puis vous avez ensuite, quand vous regardez la peinture, le décor de la chapelle, vous avez une colonnette dont la couleur enfin, choisie par Viollet-le-Duc est exactement celle de la couleur de la pierre. C'est bien quand on a vu la couleur de la pierre et la couleur de la colonne, on s'est dit on est arrivé au bon niveau de nettoyage. Et vous voyez, c'est l'intérêt du décor de Viollet-le-Duc, c'est d'assurer la transition entre ce formidable décor de couleurs dans les chapelles et la sobriété qui restait dans les bas-côtés. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est restauré. Vous avez donc la chapelle, l'une des chapelles, avec son ciel étoilé refait, les décors peints, les vitraux de grisaille qui accompagnent les décors peints. Et puis vous voyez ensuite la couleur des pierres, des voûtes du déambulatoire. Et puis à gauche, un détail d'un chapiteau que l'on a simplement nettoyé. L'état de conservation était remarquable. J'en viens maintenant à la reconstruction de la flèche, qui a été totalement détruite pendant l'incendie du 15 avril, mais qui avait été restaurée plusieurs fois. Mais là, ce qui est intéressant sur ces photos, ce sont des photos, vous voyez que la couverture de la nef et du chœur ne sont pas complètement terminées. Il manque la crête de faîtage, il manque certaines tables de plomb qui sont pas encore faites, mais la flèche, elle est terminée et les statues en cuivre des apôtres sont posées. Et vous pouvez observer qu'elles sont brunes avec une flèche plutôt grise. Et sur la photo de droite, complètement, vous avez l'état de la flèche telle qu'on la voyait avant l'incendie, c'est-à-dire que les plombs sont noircis, tant par la pollution que par l'oxydation des plombs, et les statues en cuivre du brun sont passées au vert, ce qui est la couleur normale de l'oxydation du cuivre. Grosse question philosophique et de doctrine au moment de la restauration avant l'incendie. Dans quel état rendre les statues? Est-ce qu'on les rend vertes telles qu'on les connaît, oxydées, l'image de Notre-Dame avec les statues cuivre vertes, pourquoi pas? On peut aussi comparer la coupole de l'Opéra de Paris, qui elle aussi est en cuivre et qui est verte. Aujourd'hui, est-ce qu'on rétablirait une coupole brune, ce qui était la couleur d'origine? Je sais pas. En attendant, nous, à Notre-Dame, la flèche a brûlé. Autrement dit, on a refait une flèche neuve. Il était logique qu'on retrouve les sculptures telles qu'elles étaient à la livraison du chantier. Donc voilà ici des photos des statues qu'on a déposées le jeudi avant l'incendie. Puis elles sont passées chez le restaurateur. Donc vous voyez que ce sont des plaques de cuivre avec une structure métallique intérieure. Ces plaques de cuivre sont soudées entre elles, puis fixées sur la structure métallique. Et ensuite la peau, l'extérieur, est patinée comme on le voit ici. C'est là l'un des apôtres. Alors là-dessus, je sais pas, je vais pas pouvoir vous le faire. Non, j'ai pas pu vous le faire. Désolé. Vous avez ici la fameuse statue de l'apôtre Thomas, qui est sous les traits de Viollet-le-Duc. Donc c'est la tête de Viollet-le-Duc, représentée avec comme un architecte. C'est le patron des architectes, Saint Thomas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doute, Saint Thomas. Et c'est la raison pour laquelle sur la règle de Viollet-le-Duc, il y a en latin, je ne doute plus parce que il voit sa flèche et là il regarde sa flèche. Et ce qui est amusant, c'est que là aujourd'hui, ces statues là que vous voyez là, telles qu'on les voit sur la photo, elles savent pas que la flèche a brûlé. Donc c'est assez rigolo de voir que Viollet-le-Duc, là, sa statue, si elle avait une âme, quand on l'a reposée il y a quelques mois, en fait, a eu cette tête-là, puis j'aimerais bien savoir ce qu'il a pensé. Est-ce qu'il n'a pas vu de différence entre la flèche qu'il a connue et puis celle que nous on a refait? Ça serait assez intéressant, mais d'autant que je vais laisser une petite surprise sur la flèche qu'on verra tout à l'heure. Ça, ce sont les différents éléments qui nous ont permis de reconstruire la flèche. Alors souvent, on nous dit, ah, mais vous êtes vachement aidé par les nouvelles techniques, etc. Que nenni, en fait, on a effectivement eu besoin, les charpentiers ont eu besoin de modélisation 3D pour essayer de comprendre, restituer les assemblages, mais c'est pas un outil que nous, architectes, on a utilisé systématiquement. Et même les charpentiers ont repris ce que vous voyez, les dessins que vous avez sur le troisième et le quatrième dessin, ce sont les épures dessinées par les charpentiers
de Viollet-le-Duc, et on a fait exactement, enfin les charpentiers ont fait exactement les mêmes choses. Donc vous voyez, on est dans le droit fil de ce qui a été fait à l'époque de Viollet-le-Duc. Et voici le travail qui a été fait par Rémi Fromont et ses équipes. Rémi Fromont, c'est le jeune architecte dont je vous ai parlé au début, qui a rejoint l'équipe parce qu'il avait fait un relevé très précis, non pas de la flèche, mais de la charpente médiévale, de la nef et du chœur. Donc voilà, quelques planches on a donné aux entreprises pour pouvoir rebâtir la flèche. Et voilà les différentes étapes de construction de la flèche. Et ce sont surtout des étapes d'endroits où il y a les assemblages des éléments qui se superposent pour arriver au sommet. Le sommet de la flèche, c'est 96 mètres depuis le sol et c'est à peu près 50 mètres de sculpture, de structure en bois. Là, voici les dessins des relevés de Rémi Fromont. Chaque ferme a été faite comme ça, en détail, donc on a absolument tout le détail des flèches. Et voilà assemblé la flèche de Viollet-le-Duc au centre, à gauche et à droite, la charpente médiévale relevée par Rémi. Et aujourd'hui, si on vous redessinait la flèche, vous auriez la charpente, vous auriez exactement le même résultat. Et voilà ce qu'on a fait. Pourquoi on a fait ça? Alors là, c'est intéressant parce qu'on va toucher sur la doctrine. La doctrine, c'est quoi? C'est des règles qu'on se donne pour restaurer. Restaurer, comme le dit Viollet-le-Duc, le mot est nouveau et on n'a pas trop l'habitude au 19e siècle de restaurer. On ne sait pas ce que c'est, on réparait. Donc on réparait à la manière du temps. Je prends toujours comme exemple le château de Chambord dont j'ai été en charge à un moment donné. Les lanternons ont été réparés en 1820 dans un style 1820 avec le décor des garde-corps du 19e siècle, etc. Un peu plus tard, on a restauré et restitué les lanternons tels qu'ils étaient à la Renaissance, tels qu'on pensait qu'ils étaient à la Renaissance, et donc on a mis des chapiteaux, des salamandres, des fleurs de lys, comme on pensait que à l'époque de la construction du château, on faisait de l'architecture. Ben, un monument historique en France, à partir de Viollet-le-Duc, un petit peu avant, c'est comment c'était un monument avant. C'était une cathédrale du XIIe, du XIIIe siècle, et ben on va restaurer comme c'était au XIIe et XIIIe siècle. Et là, à Notre-Dame, on a une doctrine qui est assez intéressante. Viollet-le-Duc, il a mis au point une doctrine qui consistait à dire c'est l'unité de style qui prime. Autrement dit, la cathédrale de Paris, grosso modo, elle est du XIIIe siècle, donc tout doit être du XIIIe siècle. Tout ce qui a été rajouté après, XVIIIe, au XVIe, etc., c'est pas la peine, on l'enlève, on supprime. C'est comme ça qu'on a supprimé tout un décor du XVIIIe siècle à l'intérieur, qu'on a détruit la sacristie de Soufflot. Il y a eu beaucoup de choses comme ça et puis rétabli des dispositions qui avaient disparu entre-temps, notamment les petites ouvertures sur les transepts. Et on a une doctrine qui était l'unité de style. Progressivement, on s'est rendu compte que c'était pas aussi simple que ça suivant les monuments. Et on a eu dans les années 60 un document que des pays européens essentiellement ont signé, qui est la Charte de Venise. C'est un document qui a 60 ans et qui dit grosso modo que dès qu'un monument est suffisamment bien documenté, on le répare tel qu'on peut le faire. Et la plupart du temps, c'est dans le dernier état connu. Autrement dit, on garde les différentes strates d'un monument. Et puis, 30 ans après, on a signé le document de Nara. Le document de Nara, c'est un document qui a été signé au Japon, dans une des anciennes capitales du Japon. Le Japon, c'est l'Asie. L'Asie, c'est quoi? C'est du shintoïsme. Et ils ont, par tradition, pour certains temples, la tradition de démonter régulièrement des temples et de les rebâtir à neuf, mais avec le même bois, le même type d'assemblage, les mêmes hommes derrière. Eh bien, c'est ce qu'on a fait à Notre-Dame. On a restitué la charpente telle qu'on savait qu'elle était parce qu'elle était documentée et on l'a faite avec les mêmes techniques, c'est-à-dire la hache, telle que vous voyez ici le charpentier qui travaille avec sa doloire, et puis on a taillé les bois de cette manière-là, assemblé à chevron, avec des chevilles, avec des tenons, et on obtient la restitution de la charpente. Et j'appelle ça la restitution authentique. Alors en français, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire ce sont deux mots qui ne peuvent pas aller ensemble, mais pourtant c'est exactement ce qu'on a fait. On a pris la restitution occidentale, Charte de Venise, pour une authenticité asiatique du document de Nara. Voilà, et ça donne ça. Là, c'est la charpente, la nouvelle charpente de Notre-Dame. Et si on voulait comparer avec la charpente qui a brûlé, je vous assure, moi qui me suis promené dedans de nombreuses fois, hormis l'odeur, c'est la charpente de Notre-Dame de Paris. Vous l'avez toujours, elle est toujours là. Et au passage, vous remarquez que c'est quand même très beau et qu'une charpente en béton ou en métal ou voire en carbone, comme disaient certains architectes, eût été une hérésie, un sacrilège pour Notre-Dame.
Ensuite, voilà la flèche. La flèche, on a donc réussi à convaincre tout le monde qu'il fallait la restituer à l'identique. Pourquoi? Parce que parfaitement documentée, parce que chef-d'œuvre de charpente et parce que chef-d'œuvre de style. Elle était du XIIIe siècle pur, alors qu'elle était du XIXe, mais elle s'harmonisait parfaitement à la cathédrale. Je doute fort qu'une des flèches qu'on a vu surgir dans le cerveau et l'ego boursouflé de certains architectes qui se sont précipités de présenter un projet juste après l'incendie aurait été capable de faire quelque chose qui eût été discret, qui se soit convenablement fondu à la cathédrale. C'est ça le génie de la flèche de Viollet-le-Duc. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai évidemment milité pour sa restitution. Et là, vous avez différentes photographies qui vous montrent sa reconstruction. Et voici ici les travaux qu'on a faits, notamment aussi en couverture. Vous avez la restitution des crêtes, exactement telles qu'elles étaient. Pourquoi? Parce qu'on avait un moule qu'on avait gardé, donc on a pu restituer les crêtes. Ensuite, les crochets, ben, nous les avons faits exactement comme ils étaient, avec des débris qu'on a pu trouver dans les combles. Pardon, ça va trop vite. Des débris qu'on a trouvés dans les combles, et puis beaucoup de photographies. On a travaillé avec des sculpteurs et on comparait, on guidait un peu les différents modèles, et ensuite on les a coulés avec du plomb. Pareil pour les grands-ducs, qui sont les grands les oiseaux que vous voyez au-dessus des pinacles, et puis les différents crochets, les tapes de plomb, la grande croix. La grande croix, elle, que vous avez sur la deuxième diapositive, c'est la croix d'origine du chantier de Viollet-le-Duc, qui est le seul élément qui a subi l'incendie et qu'on a remis en place sur la cathédrale. Donc symboliquement, c'est quand même assez important. Je me suis offert quelques petites dorures de plus. Ensuite, on a rebâti les voûtes et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure à propos des cintres de bois. Bon, on s'en est servi pour retrouver la double courbure. Vous voyez qu'une voûte, c'est finalement, ça tient pourquoi? Parce que vous avez une courbe que vous voyez là longitudinale, puis vous en avez une autre transversale. Et c'est comme ça qu'une voûte ne peut pas s'écrouler puisqu'elle est parfaitement tenue. Donc on a rebâti tout cela. Ensuite, dans la voûte de la croisée, on a un oculus que vous avez avant l'incendie sur la photo en haut à droite, à gauche, pardon. Vous avez une vierge peinte sur une toile qui était collée sur du bois. Évidemment, tout ça, ça a brûlé et la voûte s'est effondrée. On a pu retrouver sur ces quatre anges deux seulement anges, dont vous avez un exemplaire en bas à gauche. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les deux anges qu'on avait, on les a moulés, ensuite on a complété l'ensemble, et ensuite il fallu qu'on invente deux autres anges du style 18e, parce que ça c'est une voûte qui a été rebâtie au 18e siècle par Beaufranc. Et cette voûte avait la particularité d'être d'une très grande portée. Donc la clé était au centre, au niveau de la Vierge. Et la voûte s'affaissait dès le Moyen Âge. Donc au XVIIIe siècle, le génie de l'architecte Beaufranc a été de dilater la clé de voûte de telle manière que ça devienne un anneau d'à peu près 3 mètres de diamètre, 2 mètres 50 de diamètre environ. Et du coup, ça réduit considérablement la portée de l'arc. Donc il n'y a plus d'affaissement possible. Je vais vite parce que j'ai oublié de mettre mon timer. Donc je sais pas du tout où j'en suis. Ensuite, vous avez ici les sculptures que l'on a pu faire et je vous montre ici la manière dont on a procédé. Bon, vous avez l'atelier de taille de sculpture. Là, vous avez à droite à gauche des plâtres, des crochets, des gargouilles, des chimères, tout ce que vous voulez. Et puis là, vous avez différents éléments de sculpture, des chapiteaux qui ont reçu ensuite les statues sur les pignons. Puis là, vous avez une paire de fesses d'une chimère de Viollet-le-Duc. Et là, à droite, vous avez une des sculptures qui est le pélican, qui, vous voyez, donne son cœur à manger à ses piou-pious, ce qui est le symbole de la charité, du sacrifice du Christ, etc. Et donc, ça fait partie des chimères dessinées par Viollet-le-Duc. Elle a pris le feu, comme vous le voyez sur la photo de droite. La sculpture de droite, c'est l'original, qui a été léché par les flammes le 15 avril. C'était absolument impossible de la remettre évidemment en place, donc on l'a gardée, on l'a scannée, on en a tiré une épreuve en mousse verte que vous voyez ici, puis ensuite on a complété les manques avec du plâtre, d'après photos, d'après les dessins, tout ce qu'on pouvait avoir, et avec le sculpteur on est arrivé à ça qui correspond à ce qu'était la sculpture à l'origine. Une fois que ça a été validé, on est passé à la pierre et on a donc sculpté ce nouveau pélican qu'on a remis cette fois à la place de l'original et on en a comme ça remplacé quatre au pied de la tour sud. Ensuite, les vitraux qui ont été restaurés. Vous avez à gauche des vitraux qu'on considérait jusqu'à présent comme des vitraux contemporains qui datent des années 60, qui déjà à l'époque défrayèrent la chronique. Et je ne vous dis pas les prochains
on va dire, épisodes houleux qui risquent de se produire avec la création de nouveaux vitraux dans les chapelles du collatéral sud de la cathédrale. Vous avez ensuite à droite des vitraux du 19e, donc de l'époque de Viollet-le-Duc, qui également ont été restaurés. Les grandes orgues dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont les plus grandes de France, avec 5 claviers, 8500 tuyaux, etc. Et vous voyez, à gauche, vous avez l'orgue tel il était après l'incendie. Quand je vous dis qu'il y avait de la poussière de plomb, vous n'avez qu'à regarder l'état de l'intérieur de l'orgue, avec de la poussière un peu verdâtre, et puis surtout là, les petites protections qui étaient posées sur les claviers, qui sont recouvertes d'une poussière un peu verte, qui est donc du plomb, de la suie, tout ce que vous voulez. Et à droite, bah, les grandes orgues restaurées, remises dans leur teinte d'origine, enfin de 1831, que j'ai restituées juste après la remontage du grand orgue. Ensuite, je vous ai évoqué tout à l'heure les mets qui étaient offerts tous les 1er mai, donc par les différentes congrégations. Ben, vous avez ici un exemple de mets restaurés au cours de l'incendie. Il y a 13 mets encore dans la cathédrale. Puis vous avez des monuments funéraires, des décors peints avec des fresques. Tout ça, ça a été restauré entièrement. Je vous montre cette photo-là maintenant, on arrive vers la fin, c'est-à-dire que vous avez avant, à gauche, et le après. Et sur la photo d'après, vous ne pourrez pas voir la différence entre les voûtes qui sont restées en place et la voûte qui a été rebâtie. Et ça, c'est ma plus grande fierté, c'est ma plus grande joie que m'ont procuré les maçons, les tailleurs de pierre et ceux qui ont fait la patine, parce que vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire. Vraiment, c'est grâce à eux que la cathédrale ne porte aucun signe de l'incendie du 15 avril. Alors voilà les voûtes avec l'éclairage que je juge un peu trop violent. Mais bon, voilà. Et donc là-dessus, vous avez la voûte de la croisée du transept qui est complètement neuve, et puis une partie de la nef est neuve également, et puis une partie de la voûte du bas est également neuve. Alors là, vous avez différentes vues, donc vous voyez, avec un éclairage un peu blanc, qui est pas tout à fait ça. Au milieu, vous avez la solitude de l'architecte qui comprend pas tout à ce que font les autres sur sa cathédrale. Et puis à droite, une vue cette fois prise vers les grandes orgues depuis la tribune. Des détails justement des parements. Vous voyez que quand on vous dit que ça a été gratté sauvagement, bah il y a qu'à aller regarder, c'est pas vraiment le cas. Et ensuite, on arrive avec bah, la flèche telle qu'on la voit aujourd'hui, avec la statue de Viollet-le-Duc au centre qui tient sa règle, la flèche terminée, et puis les différents apôtres qui ont repris leur place. Là, l'histoire du coq, la fameuse histoire du coq. Alors, j'ai supprimé la photo où on me voit triomphal. C'est pas vraiment triomphal, mais en train de porter le coq que j'avais repéré le lendemain même de l'incendie depuis la tour. La photo, elle date du 16 avril 2019, où j'ai vu le coq écrasé sur le sol. J'ai été le récupérer, enfin sur le toit des tribunes. J'ai été le récupérer le soir même, et il a été posé là avant de retourner dans un autre endroit. Et voilà l'état de la cathédrale, du coq de Viollet-le-Duc. Et on peut dire aussi, c'est un peu ma photo, c'est-à-dire l'état dans lequel je suis après ces 5 ans de chantier. Alors évidemment, j'allais pas restaurer ce coq, qui était d'ailleurs déjà une copie. C'est pas l'original qu'on a vu là, c'était une copie. Alors, il m'est venu tout de suite l'idée de remplacer ce coq, pas parce que j'avais envie de faire une création, mais parce que je voulais que la cathédrale porte quelque chose qui puisse rappeler ce qui s'est passé. J'ai fait tout pour qu'on ne voit aucune trace de l'incendie dans la cathédrale. Les piliers qui étaient rubéfiés, j'ai dissimulé toutes les blessures des pierres. Les voûtes, vous voyez pas du tout les parties qui ont été restaurées. Donc vraiment, j'ai vraiment tout fait pour qu'on ne voit rien de l'incendie. Mais il fallait quand même que la cathédrale dise qu'il s'est passé quelque chose de dramatique le 15 avril. Et donc l'idée m'est venue de faire un coq, mais un coq avec une cathédrale qui brûle, un volatile qui sort du feu, ben, on pense tout de suite à un phénix. Et donc j'ai imaginé très rapidement un coq avec des ailes de feu qui tournoient. Et en même temps, eh ben, ma foi, ça évoque l'incendie, la résurrection de la cathédrale qui se relève de ses cendres, et puis en même temps, si on veut, c'est le Saint-Esprit qui descend, qui protège la cathédrale. Pourquoi? Parce que le coq que vous avez vu, si ça se trouve, il était miraculé, parce qu'à l'intérieur, il y avait des reliques de Saint-Denis, de Sainte-Geneviève, tous deux patrons de Paris, le premier évêque de Paris, de Lutèce, et puis ensuite Sainte-Geneviève, patronne de Paris, et puis de la couronne d'épines, puisque Notre-Dame euh,
conserve la couronne d'épines de la Passion du Christ, et puis un morceau de la vraie croix, un clou, etc. Et donc, ces petites reliques avaient été placées dans le coq, qui servait en sorte de paratonnerre spirituel. Comme par hasard, ce coq n'a pas été détruit par les flammes. On peut y voir ce qu'on veut. Et donc, j'ai fait en sorte aussi que dans le coq actuel, il y ait les reliques. Donc aujourd'hui, il y a toujours les reliques. Elles ont été placées dans ce nouveau coq. Et à l'intérieur, j'ai demandé aussi à ce que soit mis un tube, un parchemin sur lequel figure le nom de tous les compagnons. Alors, ça part pas simplement du tailleur de pierre, mais ça peut être aussi des personnes qui vident les poubelles ou qui balayent la cour parce qu'ils ont participé à cette grande famille qui était notre chantier de reconstruction de la cathédrale. En fait, je me suis aussi amusé à laisser un truc utile. C'est dans la visite des tours de la cathédrale pour pouvoir approcher le Grand Bourdon, enfin, Emmanuel, qui est la plus grosse cloche de la cathédrale. Et c'est un circuit qui est offert par le Centre des Monuments Nationaux. Et vous partez d'en bas et vous montez un escalier à vis. Et puis ensuite, vous arrivez dans une pièce. Dans cette pièce, vous avez cet escalier qu'on voit à gauche sur la photo, qui est un escalier qui est encagé parce que l'arcade qui est à sa gauche, en fait, était ouverte et donnait dans la nef. Au 19e, ça a été bouché et donc l'escalier est encagé, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon. Et il est tellement beau cet escalier, il est tellement marquant que je me suis dit, quand je vais concevoir cet escalier, le nouvel escalier que j'ai conçu, je me suis dit, je vais pas le faire sortir de rien, je vais pas le faire partir de... Je me suis en fait inspiré de cet escalier du XIIIe siècle, mais celui-ci, il a les marches à l'intérieur et moi, bah, j'ai déporté les marches à l'extérieur. Donc ça permet quand même de circuler correctement. Mais il ne faut pas non plus que les visiteurs qui montent croisent le flux de ceux qui descendent. D'où la double vis qui permet aux personnes de monter, d'aller visiter le sommet des tours avec un autre escalier en pierre cette fois, d'aller voir le Grand Bourdon et de redescendre par un autre escalier et de débouler ensuite dans la cour des citernes, donc entre les deux tours de la cathédrale. De là, vous avez des portes vitrées qui vous permettent de visiter, enfin pas de visiter, mais de voir la charpente de la nouvelle forêt que je vous ai montré en photo, ce qu'on ne voyait pas du tout avant. Et puis ensuite, vous redescendez par l'autre tour. Et voilà. Donc voilà le grand escalier à double révolution que finalement, je peux le dire, je suis très fier de laisser derrière moi à ma cathédrale adorée. Ça, c'est les différents projets qui nous occupent. Là, on voit pas, mais il y a les travaux du chevet. On est en train de travailler sur euh, toutes les élévations extérieures des chapelles, des tribunes et des parties hautes du chœur. Arc-boutants compris, on va remplacer 5 ou 6 arcs-boutants complètement. Donc ça va, c'est prévu pour être terminé en 2028. Ensuite, la sacristie, qui porte le numéro 1. C'est le prochain projet qu'on va faire, qu'on va lancer dans quelques mois. Puis ensuite, on voyait, on repasse cette fois complètement sur la façade occidentale avec le numéro 2 où on va s'intéresser à la Rose occidentale qui a souffert récemment de la grêle et qui, comme elle est exposée à l'ouest, est assez déformée. Donc on va restaurer tout cela. Ensuite, on attaquera la Grande Rose et le pignon du transept sud, celle qui donne sur la nef. Ensuite, on fera la nef qui, elle, est très abîmée également. Puis ensuite, on passera côté nord. Puis ensuite, on fera le transept. Et de toute façon, entre-temps, je serai plus là. J'aurai passé ma place à mon successeur. Je lui souhaite bien du plaisir. Et donc voilà l'état de la sacristie. Vous comprenez pourquoi on doit absolument faire quelque chose. Et puis la rose ouest, où voilà, bon, des éléments de casse, mais ce qu'on voit pas bien, c'est surtout la manière dont les panneaux sont déformés à cause du vent. Eh ben écoutez, voilà, c'est terminé. Et si vous regardez bien cette photo, il y a la petite surprise que j'avais réservée à Viollet-le-Duc, qui regardait sa flèche en mettant sa main comme ça au-dessus de sa tête. Et il y avait une petite surprise, c'est-à-dire c'est ma tête au-dessus qui lui renvoie son salut pour lui dire coucou ceux qui ont restauré la cathédrale en, enfin, du 21e siècle te saluent bien et j'espère que tu es content du travail qu'on a fait. Voilà, et ben j'espère que vous êtes content aussi de ce que je vous ai raconté, que j'ai pas été trop long car je n'ai aucune idée Non, Philippe, où c'est j'ai pris. parfait. Merci beaucoup. C'était tout à fait exceptionnel. Je vois d'ailleurs dans le chat des commentaires, travail formidable, incroyable. Donc, je crois qu'on a pu mesurer le caractère exceptionnel de ce chantier et de tout le travail que vous avez accompli. Alors, il y a Tout tout quelques seul. questions. Je vois Christine qui vous demande, pendant ma visite en avril, j'ai vu des tapisseries de Matisse dans une chapelle à gauche. Je suis curieuse de savoir si elles sont là seulement depuis la restauration ou si elles Oui. étaient déjà là.
Alors ça, c'est fait partie du choix du clergé d'habiller les chapelles de ce côté-là de tapisserie. Ils ont commandé des tapisseries contemporaines et en attendant, c'est le Mobilier National qui leur a prêté ces tapisseries. Donc il y a Matisse, mais il y en a d'autres aussi. Et il faut savoir que donc du côté, ça c'est côté nord, côté sud, il y a un projet que on peut voir en exposition actuellement de vitraux contemporains, figuratifs. Qui vont remplacer des verrières de grisaille dessinées par Viollet-le-Duc, et donc à ce titre, n'ayant absolument pas souffert de l'incendie, parfaitement classé monument historique, et donc qu'on va, malgré ça, déposer pour les remplacer par des verrières contemporaines, à la demande de l'évêché et avec la bénédiction du président de la République. Voilà. Philippe, des questions peut-être plus personnelles. Quand on se doit confier un projet de cette envergure, est-ce qu'on mesure ce qui va se passer pendant toutes ces années? Est-ce que vous l'aviez surestimé, sous-estimé? Est-ce que ça a été plus dur, moins dur? Est-ce que c'était une aventure de tous les jours? Comment ça s'est passé? Alors, on va dire que je me suis pas du tout posé la question de savoir si ça allait être dur, pas dur. Je me suis dit, il faut le faire, je le fais. Donc, j'ai foncé tête baissée. D'ailleurs, au passage, j'ai même pas imaginé une seule seconde qu'il puisse y avoir des gens qui voulaient ma place ou que j'aurais pu être viré. Je me suis même pas posé la question. Mon boulot, ça consistait à sauver la cathédrale, à faire en sorte de la retrouver le plus vite, à titre personnel. Si j'avais imaginé une seule seconde dans quel milieu j'aurais évolué, je crois que j'aurais pas fait parce que c'est terriblement éprouvant et je sais pas comment font les autres, mais en attendant un projet comme ça, si vous n'avez pas un bon psy qui vous donne de bons antidépresseurs Pour vous accompagner. et si vous n'êtes pas entouré surtout de l'affection justement de la grande famille qu'on avait faite, architecte et compagnon, Et compagnon, vous avez fait fabriquer évidemment. une médaille d'ailleurs pour eux, parce que enfin, ce Oui, fut quand même une grande aventure humaine, je pense, pour vous. oui, en fait, j'ai une affection terrible pour ces gens-là. C'est pour ça que ma tête là-haut, il n'y a pas mon nom, il n'y a pas de titre d'architecte et il y a pas de date. C'est ma tête parce que c'était rigolo à titre personnel, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est de montrer que la famille que j'ai réussi à fédérer autour de ce projet-là, parce que Notre-Dame, elle est tellement belle, tellement forte que faut vraiment passer, pour passer à côté, faut vraiment, je sais pas d'où faut sortir. Et donc, je pense que tous les compagnons étaient hyper heureux de travailler sur ce chantier, malgré les conditions de travail épouvantables. Et du coup, même moi, j'étais heureux tous les matins de retrouver cette bande, que ce soit aussi mon équipe, là, que vous avez vu en photo, la première photo, mais aussi tous les compagnons divers et variés de tous horizons. Et il y a eu cet esprit vraiment entre compagnons et architectes. Absolument. Très Une clair, question c'était aussi formidable. concernant toute la partie technologique, parce qu'on se rend compte que c'était quand même un chantier extrêmement complexe. La part qu'avait la technologie dans tout ce que vous avez réalisé, justement. Parce qu'on parlait des compagnons, mais il y a aussi la partie technologie. Ben, en fait, il n'y a pas eu tellement de technologie. Vous savez, la restauration d'un monument historique, c'est quoi? En règle générale, c'est réutiliser des techniques, c'est revaloriser des métiers. Un vitrail, vous pouvez pas le restaurer avec des technologies modernes. C'est un verre, du plomb, et voilà, ça va donner ça. Une charpente, c'est la même chose. Et là, vous voyez qu'on a même été jusqu'à restituer, recréer des outils d'époque. On n'est pas allé jusqu'à, j'ai lu des trucs et restaurer en poulaine et en costume médiéval. On n'est pas allé jusque-là, certainement pas. Mais je vous ai dit, la technologie, c'est quoi? C'est l'imagerie 3D que des entreprises ont pu utiliser pour mieux rentrer, mieux appréhender. Par exemple, un échafaudage, savoir comment ça rentre, vaut mieux avoir la flèche en 3 dimensions pour savoir exactement par où on va passer. C'est un outil pratique. Mais autrement, c'est vraiment plus traditionnel. Et surtout, pour que ça fonctionne, il faut savoir ce qu'on veut, que les idées soient claires, et surtout, il faut beaucoup de méthodes et d'organisation. Comme on dit souvent, qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire vous viennent aisément, c'est pareil pour un chantier. Si vous savez exactement ce que vous voulez, enfin ce qu'il faut faire assez vite, et que vous êtes épaulé par des gens qui vous suivent, et que vous claquez des doigts et c'est fait, mais en même temps, faut avoir tout dans la tête. Donc, je veux dire, c'est vrai que j'ai eu tout dans la tête à un moment donné. Maintenant, je dois dire que je sais même pas comment j'ai fait parce que là, maintenant, c'est devenu
du fromage blanc, mon cerveau, mais quand c'était encore efficace, j'avais tout dans la tête. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs ça m'a épuisé parce que On imagine. et après le milieu dans lequel j'ai évolué, politico, etc., est quand même aussi un milieu très très très. Quand on n'est pas C'est habitué, certain, c'est un c'est projet très sensible. voilà. Philippe, je sais pas, je peux pas vous lire tous les messages dans le chat parce que c'est exceptionnel. Les superlatifs se succèdent. Donc, vraiment un grand merci. C'était une C'est moi. captivante présentation. Merci également à Michel Picot et Russell Kelly pour avoir encadré cette présentation, à la Fédération Alliance Française USA, Miami Metro et Chicago to make it happen, comme on dit. We hope to see you next Thursday for the final lecture in our series about Notre Dame, when landscape architect Bas Met will describe his plan to recreate the area surrounding the cathedral, and it will take place on December 18 at 1 p.m. Eastern Time. Merci à tous et un grand merci Philippe pour nous avoir C'est moi. honorés de cette présentation. C'est toujours un À grand bientôt tout plaisir le de vous monde. parler. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup.